Bonjour, dans ce cours de compilation, nous avons vu jusqu'à présent l'analyse lexicale. Après ça, nous avons vu l'analyse syntaxique et aujourd'hui, on va voir l'analyse sémantique. On va commencer par présenter les limites de l'analyse syntaxique, puis le rôle de l'analyseur sémantique. Après ça, on va expliquer c'est quoi la définition dirigée par la syntaxe. On va expliquer la table des symboles. Et on va parler de la représentation par arbre, où il y a l'arbre syntaxique abstrait et l'arbre syntaxique décoré. Et on va terminer avec l'évaluation des attributs. Alors, on commence tout de suite avec les limites de l'analyse syntaxique. L'analyseur syntaxique s'assure que les phrases, les instructions, elles sont bien formées. Cependant, d'autres propriétés fondamentales d'un langage de programmation ne peuvent pas être vérifiées par l'analyseur syntaxique. Parmi les propriétés non vérifiées, déclaration des variables. Dans un langage à typage statique, on ne peut pas utiliser une variable sans qu'elle ne soit déclarée au préalable. Exemple, l'instruction A égale à B plus 5 est une instruction qui est bien formée, qui est correcte syntaxiquement. Par contre, dans un langage à typage statique, il y a erreur parce que A n'est pas déclaré avant l'avoir utilisé et B aussi n'est pas déclaré avant l'avoir utilisé. Donc nous devons avoir quelque chose comme int A déclaré A pour l'utiliser et nous devons aussi avoir int B ou juste A,B ici. De toute façon, il faut déclarer B avant de l'utiliser. Donc, si on voit les deux instructions ici, syntaxiquement parlant, les deux instructions sont bien formées. Cependant, B n'est pas déclaré avant son utilisation. Et je répète encore, c'est une erreur dans les langages à typage statique qui oblige de déclarer une variable avant de l'utiliser. Une autre erreur non vérifiée, déclaration multiple dans un même bloc. On ne peut pas déclarer une variable plusieurs fois dans le même bloc, dans la même portée. Hors portée, on peut déclarer une autre variable avec le même nom, mais pas dans la même portée. Exemple, int A égale à 1, jusqu'à présent il n'y a pas de problème, mais si j'ajoute un autre int A par exemple, dans la même portée ici, vous voyez, donc là il y a erreur. On ne peut pas accepter de déclarer deux fois dans la même portée une variable. Syntaxiquement parlant, les trois instructions sont bien formées. Si on suit la grammaire, on va trouver que les trois instructions, elles sont bien formées. Par contre, A est déclaré à deux reprises dans le même bloc, ça doit être une erreur. Une autre propriété non vérifiée, les paramètres obligatoires des fonctions. Lors d'un appel d'une fonction, le nombre et les types de paramètres obligatoires doivent être respectés. Il ne doit pas y avoir de différence entre la déclaration et l'appel et l'utilisation de la fonction. Exemple, nous avons int sum et elle prend deux paramètres, int a et int b. Si on fait un appel sum 3 c'est un entier, il n'y a pas de problème, mais après la virgule, c'est le deuxième paramètre, 897.65, ça c'est un réel, et lui c'est un entier. Normalement, on doit avoir une erreur ici, parce que dans la déclaration, j'ai deux entiers, et à l'appel, j'ai un entier et un réel. Ou si je fais somme 10, alors là j'ai deux paramètres obligatoires et ici j'ai juste un seul paramètre. Ici erreur de type et ici erreur nombre de paramètres. Toujours syntaxiquement parlant, les trois instructions sont bien formées. Par contre, les deux appels ne respectent pas la définition de la fonction. Il y a une différence entre la déclaration et l'utilisation et les appels. Il faut noter que dans des langages comme Ruby, ils permettent d'avoir un nombre variable de paramètres.
La dernière propriété qu'on va voir, c'est les opérations sur des types non autorisés. Certaines opérations ne peuvent pas être effectuées sur certains types. Exemple, nous avons int a égale à 5, a c'est un entier, string b égale à salut. Alors, si vous faites une opération comme string c égale à a multiplié par b, je ne peux pas multiplier un entier par un string. Ça aussi, c'est une erreur. Et syntaxiquement parlant, les trois instructions sont bien formées. Par contre, on ne peut pas multiplier un entier par une chaîne de caractères. On passe au rôle de l'analyseur sémantique. Le rôle de l'analyseur sémantique est de vérifier des propriétés comme celles qui viennent d'être présentées. Les contraintes à vérifier dépendent de la nature du langage considéré. Quand j'ai expliqué, par exemple, le fait de ne pas pouvoir utiliser une variable avant de la déclarer, j'ai bien spécifié que c'est dans des langages à typage statique. Donc, selon le langage de programmation, on va vérifier certaines propriétés. Souvent, l'analyse sémantique se fait en même temps que l'analyse syntaxique en utilisant les actions sémantiques intégrées dans les règles de production. C'est ce qu'on appelle définition ou analyse dirigée par la syntaxe, DDS. Cependant, il n'existe pas de méthode universelle pour effectuer l'analyse sémantique. Cela dépend entre autres des contraintes à résoudre et du contexte, les particularités du langage de programmation. C'est du cas par cas. Maintenant, la définition dirigée par la syntaxe. Une définition dirigée par la syntaxe est un formalisme qui permet d'associer des actions, règles sémantiques, aux règles d'une grammaire où chaque symbole, terminal ou non terminal, de la grammaire possède un ensemble d'attributs. Pour chaque symbole, on va avoir une valeur, un type, etc. Chaque règle de production possède un ensemble de règles sémantiques qui permettent de calculer les valeurs des attributs associés au symbole de la règle de production. Une règle sémantique est une suite d'instructions écrites dans un langage déterminé, en C, Java, etc. Elle peut contenir des affectations, des instructions d'affichage, des instructions conditionnelles, le if, else, etc. En supposant que chaque nom terminal possède un attribut, comme on l'a dit, on va attribuer à chaque nom terminal et à chaque terminal aussi des attributs. Ici, on suppose que chaque nom terminal possède un attribut valeur qui retourne la valeur calculée ou héritée de l'expression associée. Et pour chaque terminal, on possède un attribut valeur lexicale qui retourne la valeur du symbole tel que lu dans le fichier du code source du programme à analyser, la valeur du lexème. Un entier, on va trouver un set par exemple, on va dire ce set-là, c'est la valeur lexicale d'une variable x par exemple. Alors, pour chaque production de grammaire, si nous avons z, e, ce que ça veut dire, c'est que la valeur de e va aller dans la valeur de z. Si nous avons e est dérivé à e plus t, ce que ça veut dire, c'est e valeur plus t valeur, la somme des deux valeurs va aller dans la valeur de e. Et et, la règle sémantique, l'action, ça va être t.valeur va aller dans la valeur de e. T dérivé à t fois f, on va comprendre que t.valeur fois f.valeur va aller dans la valeur de t, dans l'attribut valeur de t. Et ainsi de suite. tf, c'est f.valeur vers t.valeur. fe, on va comprendre que e.valeur va aller dans f.valeur. Les parenthèses ne vont pas affecter les valeurs. F est dérivé à np, np comme une variable. Alors, f.valeur, elle va recevoir nb.valeur lexicale. Ça, c'est un identifiant, une variable. Elle a un attribut. Son attribut, c'est valeur lexicale. Ça veut dire le chiffre qu'on va trouver
dans le code source directement comme un 7 ou un 8, etc. On passe à la table de symboles, même si on l'avait déjà expliqué, on va la réexpliquer ici. La table des symboles est une structure de données où sont stockés les symboles et leurs attributs. Un exemple, dans le code, à la rencontre de int x égale à 6, float y égale à 3.14, alors la table de symboles contiendra, on sait que la table de symboles, on va avoir le nom de l'objet, le type, la taille, l'adresse, et ici, on va avoir aussi la valeur. Le nom de l'objet, on a trouvé un objet X. Son type, c'est un entier. Sa taille, dans notre langage de programmation, la taille, elle est de 4 octets, comme le C# par exemple. L'adresse, nous avons une adresse logique, c'est la première variable qu'on trouve, donc elle va être à 0. Et la valeur, c'est quoi la valeur de X? Ici, on va appliquer la règle que 6 qui est la valeur lexicale, elle va aller à x.valeur. L'attribut valeur de x, il va recevoir le 6 lexical, cette valeur lexicale. Float y, nous avons trouvé un objet y. C'est un float, c'est un réel. C'est toujours 4 octets. Et maintenant, puisque x il a pris 4 octets, l'adresse logique de y va être 4 plus 0, donc ça va être 4. Et c'est quoi la valeur? Donc l'attribut valeur de l'objet y, il va recevoir ici aussi la valeur lexicale qu'on va trouver directement dans le code qui est 3.14 et 3.14 va venir ici. On passe maintenant à la représentation par arbre. Dans l'analyse syntaxique, on génère un arbre de dérivation syntaxique pour représenter les phrases bien formées d'un langage. Cet arbre est appelé arbre syntaxique concret. Dans un exemple, E vers E-E ou E fois E ou nombre. Si nous avons l'expression 3 fois 4 moins 7, alors l'arbre qu'on peut avoir est E, E, moins E, ici E fois E, et ce E va être dérivé à un nombre, nombre, nombre. Ça, c'est l'arbre syntaxique concret. L'arbre syntaxique concret comporte des noms terminaux appartenant aux règles de la grammaire du langage qui ne sont pas utiles pour l'analyse sémantique. En les éliminant, on obtient des nouvelles représentations d'un programme. Et on va trouver l'arbre syntaxique abstrait ou l'arbre syntaxique décoré. On commence par l'arbre syntaxique abstrait. L'arbre syntaxique abstrait est construit à partir de l'arbre syntaxique de dérivation. Il ne contient aucun nom terminal. On enlève juste les noms terminaux. Il est automatiquement construit à partir des actions sémantiques des règles de production de l'analyseur syntaxique. Ce qui nous importe, ce sont les valeurs. Ici, c'est un arbre syntaxique concret et on le transforme en un arbre syntaxique abstrait. Tout ce qu'on fait, c'est on enlève les noms terminaux. Ils ne nous intéressent pas à ce niveau dans l'analyse sémantique. Et là, on va voir des opérations comme int multiplié par un int. Et ici aussi, le résultat d'un int par un int, c'est un int moins int. Donc, on peut corriger des erreurs comme les opérations sur certains types qui ne sont pas autorisés. Exemple, E plus T, E moins T, T, E entre parenthèses T, ID et TNPR, et l'expression A-4 plus C. Alors, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc, on va commencer par le plus. Et là, c'est comme une représentation préfixée. Nous avons plus, après ça, première opérande, deuxième opérande. Dans ce plus, c'est quoi la première opérande? La première opérande, c'est un pointeur qui pointe vers, et c'est un nœud où il y a l'opération de soustraction. La soustraction prend deux opérandes, donc lui moins lui, toujours une notation préfixée. Et pour notre exemple, pour cette expression, la première opérande, c'est un identifiant, c'est le A ici. Et on va voir un seul pointeur
vers une entrée pour A dans la table des symboles. Donc A, c'est un identifiant dans la table des symboles. Ce pointeur, il pointe vers ce A. Comme ça, je peux trouver sa valeur. Et ça, c'est un identifiant. Identifiant, il a juste un opérand, c'est lui. Et la même chose ici, pour nous, c'est un C. C, c'est un identifiant avec un pointeur vers C qui est dans la table de symboles. Par contre, cet opérand ici, c'est un nombre. Et ce nombre, nous avons besoin d'une valeur. C'est une valeur lexicale. Ce nombre, c'est 4. Ça va être 4. Comment construire un arbre abstrait? Créer un nœud dont l'étiquette est l'opérateur, donc opérateur plus, moins, et avec deux champs de pointeurs vers les nœuds des opérandes gauche et droite. Si, bien sûr, l'opérateur il prend deux opérandes. Créer nœud, opérateur, virgule, pointeur, opérande gauche et pointeur, opérande droite. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour la somme, par exemple. Créer un nœud dont l'étiquette est identifiant et avec un champ pour un pointeur vers une entrée de la table des symboles afin de pouvoir récupérer la valeur. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, créer feuille, identifiant et pointeur entrée. L'identifiant avec le pointeur comme on a vu pour le A et pour le C. Créer un nœud dont l'étiquette est nombre et avec un champ pour la valeur de la constante. Créer feuille, nombre et ici valeur directement comme le 4 de tout à l'heure. Construction d'un arbre abstrait toujours. Production et action sémantique associées pour la création d'un arbre abstrait. Quand on applique la règle E est dérivé à E plus T, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que E.ptr, on va pointer, à partir de E, on va pointer sur un nœud, on va créer un nœud, et ce nœud, ça va être l'opérateur somme, ici, et il prend deux opérandes, il prend le E et le T. Donc E.pointeur et T.pointeur. Et eux, ils vont pointer sur, là on va le dériver, et le T, il va pointer sur la chose sur laquelle on a dérivé T. Ici, ça peut être comme E ou IT ou N pair selon l'exemple. Et si vous appliquez la règle E dérivé à E moins T, ça veut dire que le E.ptr, vous allez pointer, de E, vous allez pointer sur un nœud que vous allez créer. Et dans ce nœud, nous allons avoir l'opérateur soustraction et deux opérandes, le E et le T. Le E, il va pointer sur, selon l'exemple bien sûr, et le T va pointer sur. Donc c'est un pointeur vers quelque chose qu'on va dériver. Comme le E ici, il va pointer sur. Soit encore E plus T, soit E moins T, soit T, selon sur quoi on a dérivé E. Les deux attributs E.ptr et T.ptr contiennent des pointeurs vers les parties de l'arbre déjà construites. Étape algorithmique de construction de l'arbre pour l'expression A-4 plus C. Donc, pointeur 1, créer feuille identifiant PTRA. Pointeur 2, créer feuille nombre 4. Pointeur 3, créer nœud avec moins pointeur 1, pointeur 2. Et pointeur 4, créer feuille identifiant pointeur C. Et pointeur 5, créer nœud plus pointeur 3 vers pointeur 4. Et quand on dit pointeur 3, bien sûr, voilà le pointeur 3, c'est le nœud avec la soustraction. Et le pointeur 4, c'est quoi? C'est le pointeur identifiant PTR-C. On passe maintenant à l'arbre syntaxique décoré. Un arbre syntaxique décoré est un arbre syntaxique de dérivation où les valeurs des attributs des noms terminaux sont calculées. On fait juste calculer les valeurs des noms terminaux. On prend l'exemple E, E moins E, E fois E, nombre, 3 fois 4 moins 7, l'expression. Et l'arbre va être comme ça, c'est le même arbre de tout à l'heure, sauf qu'on va calculer tous les noms terminaux. C'est quoi un graphe de dépendance? Sur un arbre décoré, on ajoute une flèche si un attribut est employé pour calculer un autre. Les flèches changent au maximum d'un niveau dans l'arbre. Elles peuvent aussi partir d'un niveau et atterrir dans le même
niveau. L'ordre du calcul doit suivre les flèches. S'il y a un cycle, le calcul n'est pas possible. Le graphe de dépendance permet de spécifier l'ordre d'évaluation, ça veut dire le calcul des attributs. Dans l'arbre syntaxique décoré, on veut calculer tous les noms terminaux. Alors le graphe de dépendance, il nous aide à spécifier l'ordre de ce calcul, l'ordre d'évaluation des attributs. On va prendre un exemple. Les flèches en rouge sont ajoutées pour avoir le graphe de dépendance. Donc, regardez, sans les flèches rouges, c'est le même arbre qu'on avait tout à l'heure. Avec les flèches rouges, on montre comment est-ce qu'on calcule les noms terminaux. Donc, nous avons un nombre ici 3. Vous vous rappelez, e.valeur égale la valeur lexicale. Donc, ici, c'est le 3 qui va monter à e. Donc, les flèches rouges, ils font en sorte que ça devient un graphe. Et si on a un cycle, ça veut dire qu'on ne peut pas faire le calcul. Donc, on calcule d'abord lui, après lui, parce qu'on a besoin des deux pour calculer lui. Et avant de calculer lui, bien sûr, il faut calculer lui. Donc, on calcule lui. Après ça, les deux, on va calculer. Grâce à ces flèches rouges, nous avons maintenant un graphe de dépendance et on sait maintenant avec quoi on doit commencer. Le calcul. On termine avec l'évaluation des attributs. Les attributs peuvent être évalués de deux manières. Après l'analyse syntaxique, pendant l'analyse syntaxique. Alors, après l'analyse syntaxique, le calcul des attributs est fait indépendamment de l'analyse syntaxique. On fait l'analyse syntaxique, une fois terminée, c'est là qu'on va commencer à calculer les attributs. Lors de l'analyse syntaxique, on construit l'arbre syntaxique. Une fois l'arbre construit, on calcule les attributs en parcourant cet arbre. Inconvénient, vous doutez bien, c'est une méthode coûteuse en mémoire. On doit stocker tout l'arbre. On a besoin de tout l'arbre pour pouvoir faire le calcul. Avantage, le calcul des attributs est indépendant de la méthode de construction de l'arbre, soit descendante ou ascendante, puisqu'on a tout l'arbre, on peut faire le calcul, quelle que soit la méthode de construction de l'arbre. On passe maintenant à pendant l'analyse syntaxique. Le calcul des attributs se fait en même temps que l'analyse syntaxique. Une pile est utilisée pour conserver les valeurs des attributs rencontrés. À chaque fois qu'on trouve c'est quoi la valeur, on va la garder et après ça, on va l'utiliser pour le calcul. Toujours en créant l'arbre syntaxique. Inconvénient, l'évaluation des attributs est liée à l'ordre de la méthode de parcours syntaxique utilisée. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser la même pile que celle utilisée pour l'analyse syntaxique. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de surcoût significatif en termes d'espace mémoire. Un petit exercice, comment vérifier si une variable est utilisée sans être déclarée. Pensez-y. Et la solution, c'est utiliser la table de symboles tout simplement. Chaque symbole rencontré est inséré dans la table des symboles. Lors de l'utilisation d'une variable, le compilateur recherche dans la table des symboles si cette variable existe. Si elle existe, ça veut dire qu'elle a été déclarée auparavant, parce que ça c'est lors de l'utilisation. Si elle n'existe pas, le compilateur déclenche une erreur de type identifiant utilisé avant qu'il soit déclaré. Mais comme on a expliqué, l'analyse sémantique, elle est propre à chaque langage de programmation.